Ce livre est dédié à tous les parents du monde, car ils sont pour leurs enfants les premiers et les plus importants pédagogues, et également à tous ceux qui éduquent, influencent et guident par l'exemple. Remerciements. Comment une personne peut-elle dire merci à tout le monde quand il y a autant de gens à remercier? Évidemment, par ce livre, je veux dire merci à mes deux pères qui représentèrent dans ma vie deux puissants modèles à imiter, et à ma mère qui m'a enseigné l'amour et la bienveillance. De plus, parmi les gens qui ont collaboré très étroitement à la réalisation de ce livre, j'inclus mon épouse Kim qui sait si bien me combler. Kim est ma partenaire dans le mariage, en affaires et dans la vie. Une rétrospective. Il y a 20 ans aujourd'hui. Les Beatles ont lancé leur album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band le 1er juin 1967. Favorablement accueilli par la critique, il a aussitôt connu un immense succès commercial, figurant au sommet du palmarès des meilleurs albums pendant 27 semaines au Royaume-Uni et 15 semaines aux États-Unis. Le magazine Time a qualifié Sgt. Pepper de moment décisif dans l'histoire de la musique. L'album a remporté 4 Grammy en 1968 et a été nommé album de l'année, le premier album rock à recevoir cet honneur. Père riche, père pauvre a paru il y a 20 ans, le jour de mon 50e anniversaire, le 8 avril 1997. Contrairement à l'album des Beatles, le livre n'a pas connu un succès commercial immédiat. Il n'a pas été encensé par la critique. En fait, cela a plutôt été le contraire. Père riche, père pauvre a d'abord été publié à compte d'auteur, car tous les éditeurs à qui j'avais soumis mon manuscrit l'ont refusé. Quelques notes de refus offraient des commentaires tels que « Vous ne savez pas de quoi vous parlez ». J'ai constaté que la majorité des éditeurs ressemblent davantage à mon père pauvre, très instruit, qu'à mon père riche. La majorité des éditeurs n'étaient pas d'accord avec les leçons de mon père riche, tout comme mon père pauvre. Il y a 20 ans aujourd'hui. En 1997, Père riche, père pauvre était un avertissement, un recueil de leçons à propos de l'avenir. 20 ans plus tard, des millions d'individus partout dans le monde sont plus conscients des mises en garde de mon père riche et de ses leçons à propos de l'avenir. Avec le recul, nombreux sont ceux qui qualifient ces leçons de prophétiques, de prédictions qui se sont réalisées. Voici quelques-unes de ces leçons. Leçon numéro 1 de mon père riche, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Il y a 20 ans, quelques éditeurs ont refusé mon manuscrit parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la première leçon de mon père riche. Aujourd'hui, les gens sont plus conscients de l'écart qui ne cesse de grandir entre les bien nantis et le reste de la population. Entre 1993 et 2010, plus de 50% du revenu national aux États-Unis s'est retrouvé dans les poches de seulement 1% des habitants du pays. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Des économistes de l'Université de la Californie ont révélé que 95% des revenus générés entre 2009 et 2012 ont également été empochés par ce même 1% de bien nantis. La leçon, ce sont les entrepreneurs et les investisseurs qui bénéficient de ces revenus toujours plus élevés, et non pas les employés, ces gens qui travaillent pour l'argent. Leçon de mon père riche, les épargnants sont des perdants. Il y a 20 ans, la plupart des éditeurs se sont dressés avec véhémence contre cette leçon de mon père riche. Pour les gens pauvres et de la classe moyenne, l'épargne est une religion. Ils y voient ce qui les sortira de la pauvreté et les protégera d'un monde cruel. Pour de nombreux individus, comparer les épargnants à des perdants relève du sacrilège. La leçon, une image vaut 1000 mots. Juste jetez un coup d'œil au graphique illustrant l'évolution de l'indice Dow Jones sur une période de 120 ans et vous comprendrez pourquoi et comment les épargnants sont devenus des perdants. Le graphique montre qu'il y a eu 3 grands cracks au cours des 10 premières années de ce nouveau siècle. Le premier crack, celui des sociétés.com, est survenu en l'an 2000. Le deuxième et le troisième sont la crise immobilière de 2007 et la crise bancaire de 2008. Le monstrueux crack de 1929. Lorsqu'on compare les 3 premiers cracks du XXIe siècle au grand crack de 1929, on a une meilleure idée de l'ampleur de ceux-ci. On actionne la planche à billets. Après le grand crack, le gouvernement américain et la Réserve fédérale ont commencé à imprimer de l'argent. Au secours des riches. Entre les années 2000 et 2016, sous prétexte de sauver l'économie,
les banques du monde entier ont réduit les taux d'intérêt et ont imprimé de l'argent. Alors que nos dirigeants voulaient nous faire croire qu'ils sauvaient le monde, ce sont en réalité les riches qui se sauvaient eux-mêmes et jetaient les pauvres et la classe moyenne au lion. De nos jours, dans de nombreux pays, les taux d'intérêt se situent sous le zéro. Et c'est la raison pour laquelle les épargnants sont des perdants. Aujourd'hui, les plus grands perdants sont les pauvres et la classe moyenne, ces gens qui travaillent pour l'argent et qui épargnent. Leçon de mon père riche, votre maison n'est pas un actif. Il y a 20 ans, en 1997, tous les éditeurs qui m'ont envoyé une note de refus ont critiqué cette leçon de mon père riche qui affirme que notre maison n'est pas un actif. 10 ans plus tard, en 2007, les gens qui avaient contracté des prêts hypothécaires à risque ont commencé à éprouver des problèmes de remboursement. La bulle immobilière a éclaté et des millions de propriétaires ont compris à la dure la vérité de cette leçon. Leur maison n'était pas un actif. Le vrai problème. La majorité des gens ignorent que le krach immobilier n'en est pas vraiment un. Les pauvres n'ont pas provoqué le krach immobilier. Ce sont les riches qui l'ont fait. Les riches ont créé des instruments financiers structurés appelés dérivés, des produits que Warren Buffett a qualifiés d'armes financières de destruction massive. Lorsque ces armes ont commencé à exploser, le marché immobilier s'est effondré et le blâme a été jeté sur les pauvres et les emprunteurs hypothécaires. En 2007, la valeur de ces produits financiers dérivés était estimée à 700 billions de dollars. Aujourd'hui, leur valeur est estimée à 1,2 quadrillion de dollars. Autrement dit, le vrai problème n'a fait que grossir. Rien n'a été réglé. Leçon de mon père riche, pourquoi les riches payent moins d'impôts? Il y a 20 ans, quelques éditeurs ont critiqué Père riche, Père pauvre parce que j'y révélais comment et pourquoi les riches payent moins d'impôts. L'un d'eux a même affirmé que cette leçon était illégale. 10 ans plus tard, en 2007, le président Barack Obama briguait un second mandat devant son adversaire, le gouverneur Mitt Romney. Lorsqu'on a su que le président Obama versait au fisc environ 30% de son revenu et que le gouverneur Romney n'en versait que 13%, la campagne de Romney s'est engagée sur une pente descendante qui allait lui coûter la présidence. Et encore une fois, les impôts ont été au centre de la campagne présidentielle américaine de 2016. Au lieu de tenter de comprendre pourquoi des individus tels que Mitt Romney et le président Donald Trump paient moins d'impôts en toute légalité, les pauvres et la classe moyenne se mettent en colère. Même si le président Trump promet de réduire le taux d'imposition des pauvres et de la classe moyenne, la réalité est que les riches paieront toujours moins d'impôts. Et ceci nous ramène à la leçon numéro 1 de mon père riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Tant et aussi longtemps qu'un individu travaille pour l'argent, il paie des impôts. Mais lorsque la candidate Hillary Clinton a promis d'augmenter le taux d'imposition des riches, elle ne parlait que des gens qui touchent des salaires élevés, médecins, acteurs et avocats, et non pas des ultra-riches. Il y a 20 ans, bien que Père riche, Père pauvre n'ait pas connu un succès immédiat comme l'album Sgt. Pepper des Beatles, il s'est inscrit sur la liste des best-sellers du New York Times en 2000 et il y est resté pendant près de 7 ans. Et toujours en 2000, Oprah Winfrey a communiqué avec moi. Elle m'a invité à son émission. J'ai passé 1 heure entière sur son plateau et, comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Père riche, Père pauvre est devenu le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles. Les ventes de la série Père riche sont estimées à près de 40 millions d'exemplaires à travers le monde. Mon père riche a-t-il vraiment existé? Des millions de gens m'ont demandé « Votre père riche a-t-il vraiment existé ?» Pour répondre à cette question, vous pouvez écouter le récit de Mike, son fils, pendant son passage à l'émission Rich Dad Radio Show. Vous y aurez accès en anglais en allant sur richdadradio.com. L'université de Père riche, Père pauvre a été rédigée dans une forme aussi simple que possible, de manière à ce que presque tout le monde puisse comprendre les leçons de mon père riche. Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage, j'ai écrit dans le cadre de ce 20e anniversaire un ouvrage intitulé « Why the Rich are Getting Richer? What is Financial Education? Really? Why the Rich are Getting Richer » présente de façon plus détaillée les enseignements de mon père riche en matière d'argent et d'investissement. Why the Rich are Getting Richer est le père riche, Père pauvre des étudiants de cycle supérieur. C'est leur université. Une mise en garde et une invitation. Même si je me suis efforcé de simplifier mes propos dans Why the Rich are Getting Richer, ce que font vraiment les riches n'est pas simple, ni facile à expliquer.
Pour comprendre ce que font vraiment les riches, il faut avoir une véritable éducation financière, une éducation qui n'est pas offerte à l'école. Je vous suggère de commencer par la lecture de Père riche, Père pauvre, et puis, si vous voulez en apprendre davantage, de poursuivre avec Why the Rich Are Getting Richer. Merci pour ces 20 merveilleuses années. À tous nos lecteurs d'autrefois, d'aujourd'hui et de demain, merci pour ces 20 merveilleuses années. Notre mission est d'accroître le bien-être financier de l'humanité. Et cela commence par une vie et une personne à la fois. Introduction. Père riche, Père pauvre. Avoir deux pères pour me conseiller me donna l'occasion de choisir entre des points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. J'ai eu deux pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un était très instruit et très intelligent. Il était titulaire d'un doctorat et avait complété 4 années d'études postdoctorales en moins de 2 ans. Il fréquenta ensuite l'université Stanford, l'université de Chicago et l'université Northwestern pour y faire d'autres études supérieures entièrement défrayées grâce aux bourses qu'il mérita. L'autre père ne termina même pas sa 8e année. Les deux hommes eurent du succès dans leur carrière, travaillant dur toute leur vie. Tous deux gagnèrent des revenus substantiels et pourtant, l'un d'eux éprouva toujours des difficultés financières. L'autre devint l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. L'un mourut léguant des dizaines de millions de dollars à sa famille, aux organismes de charité et à son église. L'autre laissa des dettes à rembourser. Ces deux hommes étaient solides, charismatiques et influents. Tous deux me prodiguèrent des conseils, mais pas sur les mêmes sujets. Les deux hommes croyaient fermement dans l'éducation, mais ils ne me recommandèrent pas le même programme d'études. Si j'avais eu un seul père, il m'aurait fallu accepter ou rejeter ses conseils. Avoir deux pères pour me conseiller me donna l'occasion de choisir entre des points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. Au lieu de simplement accepter ou rejeter les points de vue de l'un ou de l'autre, je me suis retrouvé à réfléchir davantage, à comparer, puis à choisir par moi-même. Il y avait pourtant un petit problème. L'homme riche n'était pas encore riche, et l'homme pauvre ne l'était pas encore devenu. Tous deux venaient tout juste d'entreprendre leur carrière, et tous deux éprouvaient de la difficulté avec les questions familiales et monétaires. Mais ils avaient des opinions très différentes en ce qui a trait à l'argent. Par exemple, l'un de mes pères disait « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». L'autre affirmait sans l'ombre d'un doute « Le manque d'argent est la racine de tous les maux ». Quand j'étais tout jeune, ce fut difficile pour moi d'être influencé par deux pères à la forte personnalité. Je voulais être un bon garçon et les écouter, mais mes deux pères ne disaient pas les mêmes choses. Leurs avis contradictoires, surtout en ce qui a trait à l'argent, étaient tellement drastiques que je devins de plus en plus intéressé et intrigué. Je me mis à réfléchir pendant de longues périodes à propos de ce que chacun d'eux me disait. Je passais la plus grande partie de mes temps libres à méditer, à me poser des questions comme celle-ci. Pourquoi donc dit-il cela ? Et je me posais ensuite la même question à propos d'une déclaration de mon autre père. Il aurait été beaucoup plus facile de dire simplement « Oui, il a raison, je suis d'accord avec sa position ». Ou de rejeter simplement ce point de vue en disant « Il ne sait vraiment pas de quoi il parle ». Le fait d'avoir deux pères que j'aimais me força à réfléchir et à choisir, en dernière analyse, ma propre façon de penser. Le fait de choisir par moi-même s'avéra un procédé beaucoup plus profitable à long terme, au lieu de simplement accepter ou rejeter un unique point de vue. Une des raisons pourquoi le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus et la classe moyenne est aux prises avec des dettes, est que la question de l'argent est inculquée à la maison, mais pas à l'école. La plupart d'entre nous apprennent de leurs parents les rudiments de l'argent. Mais que peut donc dire un parent pauvre à son enfant concernant l'argent ? Il lui dit « N'abandonne pas l'école et étudie de ton mieux ». Il se peut que l'enfant obtienne un diplôme avec d'excellentes notes, mais il héritera peut-être d'une mentalité et d'un conditionnement de pauvre. Malheureusement, on n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Les institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non pas sur les compétences financières. Cela explique pourquoi des banquiers, des médecins et des comptables intelligents ayant obtenu d'excellentes notes à l'école se débattent quand même pendant toute leur vie sur le plan financier. Notre dette nationale astronomique est attribuable, en majeure partie, à des politiciens très instruits et à des fonctionnaires du gouvernement qui prennent des décisions sur le plan financier avec peu ou pas de formation dans ce domaine. Il y a 20 ans aujourd'hui, l'horloge de la dette. 20 ans ont passé, et la dette nationale des États-Unis est plus qu'effarante.
Au moment de mettre sous presse, elle frôlait les 20 billions de dollars. Des billions, avec un B majuscule. Il m'arrive souvent de me demander ce qui va se produire quand des millions de personnes auront besoin d'aide financière et médicale. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement pour un soutien financier. Qu'arrivera-t-il quand l'assurance médicale aux personnes âgées et la sécurité sociale n'auront plus d'argent dans leur coffre? Comment la nation survivra-t-elle si on continue de laisser aux parents le soin d'éclairer leurs enfants sur les questions d'argent, lesquels parents deviendront ou sont déjà pauvres? Étant donné que j'ai eu 2 pères qui m'ont influencé, j'ai appris de l'un et de l'autre. Je devais réfléchir aux conseils de chaque père, et ce faisant, cela m'a permis de comprendre davantage le pouvoir et l'effet de nos propres pensées sur notre vie. Par exemple, l'un de mes pères avait l'habitude de dire « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela ». L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Il m'incitait plutôt à dire « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» L'une de ces phrases est une affirmation et l'autre une question. L'une ne vous oblige à rien et l'autre vous oblige à réfléchir. Celui de mes pères qui allait bientôt devenir riche m'expliqua que le fait de dire sans réfléchir la phrase suivante « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela » fait en sorte que le cerveau arrête de chercher. En posant la question « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» ton cerveau se met en branle. Il ne m'encourageait pas ainsi à m'acheter tout ce que je voulais. Il était presque fanatique quand il était question d'entraîner son esprit, cet ordinateur le plus puissant au monde. Mon cerveau se renforce chaque jour parce que je l'exerce. Plus il devient puissant, plus je peux gagner d'argent. Il croyait que le fait de dire sans réfléchir « je ne peux pas me permettre d'acheter cela » était un signe de paresse intellectuelle. Même si mes 2 pères travaillaient dur, je remarquais que l'un d'eux avait pris l'habitude d'endormir son cerveau quand il était question de finances, tandis que l'autre exerçait le sien. Résultat à long terme, un de mes pères devint plus fort sur le plan financier et l'autre plus faible. Cela ne diffère pas tellement d'une personne qui se rend régulièrement au gymnase pour s'entraîner, par opposition à une autre qui reste assise sur son divan à regarder la télévision. Les exercices physiques adéquats accroissent vos chances de bonne santé, et les exercices mentaux appropriés augmentent vos chances d'être riche. Mes 2 pères avaient 2 manières de penser opposées, et cela se reflétait dans leur façon d'aborder la réalité. L'un d'eux croyait que les riches devaient payer plus d'impôts pour prendre soin des êtres moins fortunés. L'autre disait « Les impôts punissent ceux qui produisent et récompensent ceux qui ne produisent pas ». Un de mes pères me fit la recommandation suivante « Étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise ». L'autre me donna ce conseil « Étudie avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise à acheter ». L'un de mes pères me disait « La raison pourquoi je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là, les enfants. » L'autre disait « La raison pourquoi je dois devenir riche, c'est que vous êtes là, les enfants. » L'un d'eux nous encourageait à parler d'argent et d'affaires à la table familiale. L'autre nous interdisait de parler d'argent au cours des repas. L'un disait « Quand il s'agit d'argent, ne joue pas avec le feu, ne prends pas de risques. » L'autre affirmait « Apprends à gérer les risques. » L'un croyait « Notre maison est notre investissement le plus important, notre plus grand actif. » L'autre croyait « Ma maison est un passif. Et si votre maison est votre investissement le plus important, vous êtes en difficulté. » Mes 2 pères payaient leurs factures avant échéance, même si l'un des 2 les réglait avant l'autre. L'un croyait qu'une entreprise ou le gouvernement pouvait prendre soin de toi et de tes besoins. Il était toujours préoccupé par les augmentations de salaire, les régimes de retraite, les prestations médicales, les congés maladie, les vacances et autres avantages. Il était impressionné par 2 de ses oncles qui s'étaient enrôlés dans l'armée et qui avaient mérité une retraite et une allocation à vie après 20 ans de service actif. Il aimait l'idée des prestations médicales et des privilèges que la coopérative militaire fournissait à ses retraités. Il appréciait aussi le système des postes permanents qu'on retrouve dans une université. L'idée d'un poste protégé à vie et les avantages qui en découlent semblaient plus importants bien souvent que l'emploi lui-même. Il disait fréquemment « J'ai travaillé dur pour le gouvernement et j'ai droit à ces avantages ». L'autre avait foi en une totale indépendance financière. Il s'élevait contre une certaine mentalité qui exigeait des allocations obligatoires, car il était conscient à quel point cette mesure créait des gens faibles et pitoyables sur le plan financier. Il insistait sur le fait qu'il fallait être financièrement compétent. Il y a 20 ans aujourd'hui, votre maison n'est pas un actif. Le krach immobilier de 2008 a livré un message clair. Votre maison n'est pas un actif.
Non seulement ne met-elle pas d'argent dans votre poche, mais vous ne pouvez pas compter sur le fait que sa valeur augmentera. Aujourd'hui, en 2017, de nombreuses résidences ont une valeur inférieure à celle qu'elles avaient en 2007. L'un de mes pères se débattait pour sauver quelques dollars. L'autre créait tout simplement des investissements. L'un d'eux m'enseigna comment écrire un impressionnant curriculum vitae pour que je puisse trouver un bon emploi. L'autre m'enseigna comment rédiger de solides projets financiers et d'affaires pour que je puisse créer des emplois. Le fait d'être le produit de deux pères influents m'a donné le luxe de pouvoir constater tous les effets que des pensées différentes peuvent avoir sur notre vie. J'ai remarqué que les gens façonnent vraiment leur vie par le moyen de leurs pensées. Par exemple, mon père pauvre disait toujours « je ne serai jamais riche ». Et cette prophétie se réalisa. D'un autre côté, mon père riche parlait toujours de lui-même comme de quelqu'un de riche. Il disait des choses comme celle-ci « je suis un homme riche et les gens riches ne font pas cela ». Même quand il fut fauché comme les blés après un désastre financier majeur, il continua de se considérer comme un homme riche. Il se justifiait lui-même en disant « il existe une différence entre être pauvre et être sans le sou. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Être sans le sou, c'est temporaire. » Mon père pauvre disait « je ne suis pas intéressé par l'argent » ou « l'argent m'importe peu ». Mon père riche disait « l'argent, c'est le pouvoir ». Donc, la puissance de nos pensées ne pourra peut-être jamais être mesurée ou estimée à sa juste valeur, mais il devint évident pour moi, alors que j'étais encore tout jeune, qu'il me fallait prendre conscience de mes pensées et de ma façon de m'exprimer. Je constatais que mon père pauvre était pauvre non pas à cause du salaire qu'il gagnait, qui était loin d'être négligeable, mais à cause de ses pensées et de ses actions. Encore jeune garçon avec deux pères, je devins extrêmement conscient qu'il me fallait être prudent quant aux pensées que j'allais choisir d'adopter comme miennes. Devais-je écouter mon père riche ou mon père pauvre? Les deux hommes avaient un immense respect pour l'éducation et les études. Ils différaient d'avis sur ce qu'il était important d'apprendre, selon eux. L'un voulait que j'étudie avec ferveur, que j'obtienne un diplôme et que je trouve un emploi payant. Il voulait que j'étudie pour devenir un professionnel, un avocat, un comptable, ou que je fasse des études commerciales pour obtenir une maîtrise en administration des affaires. L'autre m'encouragea à étudier comment devenir riche, à comprendre le fonctionnement de l'argent et à apprendre comment mettre l'argent à mon service. Je ne travaille pas pour l'argent. Voilà les mots qu'il me répétait encore et encore. Et l'argent travaille pour moi. À l'âge de 9 ans, je décidai d'écouter et d'apprendre tout ce que mon père riche avait à dire à propos de l'argent. En agissant ainsi, je choisis de ne pas écouter mon père pauvre, même si c'était lui qui détenait tous les diplômes. Une leçon de Robert Frost. Robert Frost est mon poète favori. Bien que j'aime plusieurs de ses poèmes, mon préféré est Le sentier que je n'ai pas emprunté. Je mets en pratique la leçon de ce poème presque quotidiennement. Le sentier que je n'ai pas emprunté. Deux sentiers s'écartaient l'un de l'autre dans une forêt aux feuilles jaunies, et j'étais déçu de ne pouvoir les parcourir tous deux comme un seul voyageur. Je restai longtemps immobile, à regarder l'un s'étirer longuement jusqu'à ce qu'il bifurque dans le sous-bois. Puis j'ai choisi l'autre, qui me semblait tout aussi beau et qui méritait peut-être davantage le titre de sentier, car il était verdoyant, et je voulus m'y engager, même si les deux sentiers avaient été foulés presque pareillement par les milliers de pas des promeneurs. Ce matin-là, les deux sentiers gisaient semblablement enterrés sous des feuilles qu'aucun pied n'avait encore foulées. Oh, c'est alors que je gardais le premier sentier en réserve pour un autre jour. Pourtant, sachant comment un sentier mène à un autre, je doutais fortement que j'allais revenir un jour. Il me faudrait raconter cette histoire avec un soupir dans la voix à des années-lumière d'ici. Deux sentiers se séparaient l'un de l'autre dans un bois et j'empruntais le moins fréquenté, et c'est ce qui fit toute la différence. Cela changea complètement les choses. Au fil des années, j'ai souvent réfléchi à ce poème de Robert Frost. Quand j'ai choisi de ne pas écouter les conseils de mon père très instruit, ce fut une décision difficile à prendre, mais cette résolution façonna le reste de ma vie. Quand j'eus décidé lequel de mes deux pères je devais écouter, mon éducation concernant l'argent commença. Mon père riche me prodigua son enseignement pendant 30 ans, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 39 ans. Il cessa de m'enseigner après avoir réalisé que je connaissais et comprenais à fond ce qu'il avait essayé d'enfoncer dans mon crâne, bien souvent borné. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. L'argent va et vient,
Mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer de la richesse. La raison pourquoi la pensée positive ne peut pas à elle seule donner des résultats voulus est que la plupart des gens ont fréquenté l'école et n'y ont jamais appris les rudiments de l'argent. Voilà pourquoi ils passent leur vie à travailler pour de l'argent. Vu que je n'avais que 9 ans quand mon enseignement commença, les leçons que mon père riche m'inculqua étaient simples. Somme toute, il n'eut que 6 leçons essentielles, maintes fois répétées sur une période de 30 ans. Ce livre parle de ces 6 leçons exprimées ici, aussi simplement que possible, telles que mon père riche me les a présentées. Les leçons ne sont pas censées être des réponses en soi, mais plutôt des poteaux indicateurs. Ces indications aideront vos enfants et vous-même à vous enrichir, quoi qu'il advienne, dans ce monde où l'incertitude et les changements s'accentuent. Chapitre 1. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Père, peux-tu me dire comment devenir riche? Mon père referma le journal du soir. Pourquoi veux-tu devenir riche, mon fils? Parce qu'aujourd'hui, la mère de Jimmy conduisait leur nouvelle Cadillac et se rendait passer la fin de semaine dans leur maison de campagne. Jimmy emmenait 3 de ses amis, mais Mike et moi n'avons pas été invités. On nous a dit que nous ne l'étions pas car nous sommes des enfants pauvres. Ils ont dit ça? Demanda mon père d'un air incrédule. Oui, ils l'ont dit, répliquai-je d'un ton peiné. Mon père hocha la tête en silence, remit ses lunettes et continua la lecture de son journal. Je restais là à attendre une réponse. Nous étions alors en 1956. J'avais 9 ans. Par un étrange coup du sort, je fréquentais la même école publique que les enfants de riches. L'industrie principale de notre ville était la canne à sucre. Les directeurs de la plantation et les autres personnes influentes de la ville, comme les médecins, les propriétaires d'entreprises et les banquiers, envoyaient leurs enfants à cette école élémentaire. Après la 6e année, leurs enfants étaient habituellement envoyés dans des écoles privées. Étant donné que ma famille habitait sur un certain côté de notre rue, je fréquentais cette école. Si j'avais vécu de l'autre côté de cette même rue, on m'aurait inscrit dans une école différente, avec des écoliers issus de familles semblables à la mienne. Après la 6e année, ces derniers et moi-même devions fréquenter l'école secondaire publique. Il n'était pas question d'école privée pour eux, pour moi. Mon père finit par déposer le journal. Je voyais qu'il réfléchissait. « Eh bien, mon garçon, commença-t-il doucement, si tu veux devenir riche, il te faut apprendre à faire de l'argent. »« Comment fait-on de l'argent ?» lui demandai-je. « Eh bien, réfléchis, mon garçon, » dit-il en souriant. Ce qui signifiait « je ne t'en dirai pas plus » ou « je ne connais pas la réponse, ne m'en demande pas davantage ». La formation d'une association. Le matin suivant, je répétais les paroles de mon père à mon meilleur ami Mike. À ma connaissance, Mike et moi étions les seuls enfants pauvres de l'école. Mike me ressemblait car lui aussi fréquentait cette école par un singulier coup du destin. Quelqu'un avait délimité le territoire du secteur scolaire et nous avions abouti dans le même établissement que les enfants riches. Nous n'étions pas vraiment pauvres, mais nous nous sentions comme tels, car tous les autres garçons avaient des gants de baseball neufs, des bicyclettes neuves, tout ce qu'ils avaient était neuf. Nos parents assuraient nos besoins essentiels, nourriture, logement, vêtements, guère plus. Mon père disait « si tu veux quelque chose, travaille pour te le payer ». Des choses, nous en voulions, mais les emplois étaient rares pour des garçons de 9 ans. « Comment donc devrions-nous nous y prendre pour faire de l'argent ?» demanda Mike. « Je ne sais pas, répondis-je, mais veux-tu devenir mon associé ?» Et c'est ainsi que ce samedi-là, Mike devint mon premier associé. Nous passâmes toute la matinée à échafauder des plans destinés à nous enrichir. Par moments, nous évoquions Jimmy et les autres, en train de s'éclater à sa maison de campagne. Cela nous faisait un peu mal, mais d'un mal bénéfique, qui nous stimulait dans notre projet de faire de l'argent. Enfin, cet après-midi-là, un éclair de génie traversa nos esprits. C'était une idée que Mike avait puisée dans un livre de sciences. Très excités, nous échangeâmes une poignée de main et ce fut la naissance de notre entreprise. Au cours des semaines qui suivirent, Mike et moi sillonnâmes notre quartier, frappant aux portes pour demander à nos voisins de bien vouloir mettre de côté leurs vieux tubes de dentifrice. Intrigués, la plupart des adultes acceptèrent avec le sourire. Certains voulaient en savoir plus long. Nous répondions « Impossible de vous le dire, secret professionnel ». L'inquiétude de ma mère grandissait au fil des semaines. Nous avions choisi un coin près de sa machine à laver pour y entreposer notre matière première.
Dans une boîte en carton qui avait jadis contenu des bouteilles de ketchup, notre petite provision de tubes de dentifrice prit de l'ampleur. Un jour, ma mère en eut assez. La vue de ce monticule de tubes de dentifrice sales et déformés, ayant appartenu à nos voisins, finit par la mettre hors d'elle. Que faites-vous, les garçons? Et ne me parlez pas de secrets professionnels. Faites le ménage ou je mets tout ça aux ordures. Mike et moi l'avons imploré et supplié de nous laisser faire, lui expliquant que nous aurions bientôt assez de tubes pour commencer la production. Nous l'avisâmes que nous attendions encore les tubes de quelques voisins qui achevaient leur dentifrice. Maman nous fit grâce d'1 semaine. La date du début de la production fut repoussée. La pression montait. C'était ma première association et une menace d'éviction planait déjà sur nous par les bons soins de ma propre mère. Mike fut chargé d'inciter les voisins à utiliser plus rapidement leur dentifrice, leur rappelant les fréquents brossages recommandés par le dentiste. Je commençais à mettre sur pied la chaîne de fabrication. Tel que prévu, la production commença 1 semaine plus tard. Lorsque mon père, accompagné d'un ami, voulut s'engager avec sa voiture dans notre allée, il se trouva devant 2 garçons de 9 ans, opérant une chaîne de fabrication à plein régime. Tout était recouvert d'une mince couche de poudre blanche. De petits berlingots de lait venant de l'école étaient alignés sur une longue table et sur notre grille hibachi, des charbons de bois rouge vif dégageaient une chaleur ardente. Père marcha prudemment vers nous, ayant dû garer la voiture au bas de l'allée car la chaîne de montage bloquait l'accès à l'abri d'auto. En s'approchant, son ami et lui virent un bac de métal posé sur des charbons de bois et dans lequel fondaient des tubes de dentifrice. À cette époque-là, le dentifrice ne se vendait pas dans des tubes de plastique, mais de plomb. Une fois la peinture brûlée, les tubes, jetés dans le petit bac de métal, finissaient par se liquéfier et à l'aide des poignets de ma mère pour saisir un objet chaud, nous versions le plomb par un orifice pratiqué dans le haut des berlingots. Les berlingots furent remplis de plâtre de moulage, comme celui qui s'était répandu partout avant d'être mélangé à l'eau. Dans mon empressement, j'avais renversé le sac et on aurait cru qu'une tempête de neige s'était abattue sur la région. Les berlingots servaient à mouler le plâtre. Mon père et son ami nous regardèrent verser le plomb fondu par une petite ouverture pratiquée dans la partie supérieure du cube de plâtre de moulage. « Attention !» dit mon père. Je fis signe que oui, sans lever les yeux. Une fois l'opération terminée, je déposai le bac de métal et je souris à mon père. « Que faites-vous donc, les garçons ?» demanda-t-il en réprimant un sourire. « Nous suivons tes conseils. Nous serons riches, dis-je. »« Oui, » dit Mike, en souriant et en hochant la tête en guise d'approbation. « Nous sommes des associés. »« Et que contiennent ces moules de plâtre ?» demanda mon père. « Regarde, ça devrait être une bonne fournée. » Avec un petit marteau, je donnai quelques coups sur le joint d'étanchéité qui divisait le cube en deux. Prudemment, je retirai la partie supérieure du moule de plâtre et une pièce de plomb de 5 cents en tomba. « Oh non !» s'exclama mon père. « Vous coulez des pièces de 5 cents avec du plomb ?»« Exactement, dit Mike. Nous suivons vos conseils. Nous faisons de l'argent. » L'ami de mon père éclata de rire. Mon père sourit et secoua la tête. Il avait devant lui, à proximité d'une flamme et d'une boîte de tubes de dentifrice vide, 2 garçonnets recouverts de poudre blanche et souriant à pleines dents. Il nous demanda de déposer le tout et de nous asseoir avec lui sur les marches de l'escalier. En souriant, il nous expliqua gentiment ce que le mot « contrefaçon » signifiait. Nos rêves s'écroulaient. « Vous voulez dire que c'est illégal ?» demanda Mike d'une voix chevrotante. « Laisse-les faire, dit l'ami de mon père. Peut-être exploite-t-il un talent inné. » Mon père lui jeta un regard mauvais. « Oui, c'est illégal, dit mon père doucement. Mais vous avez manifesté une grande créativité et un esprit original. Continuez. Je suis vraiment fier de vous. » Déçus, Mike et moi demeurâmes assis en silence pendant une vingtaine de minutes avant de commencer à nettoyer tout ce désordre. Notre entreprise fermait le jour même de son ouverture. En balayant la poudre, je regardai Mike et lui dis « Il faut croire que Jimmy et ses amis ont raison. Nous sommes pauvres. » Mon père, qui était sur le point de partir, m'avait entendu. « Les garçons, dit-il, vous êtes pauvres seulement si vous capitulez. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes passés à l'action. La plupart des gens s'en tiennent aux paroles et au rêve d'être riches. Vous avez agi. Je suis très fier de vous. Je le redis, continuez. N'abandonnez pas. » Mike et moi gardions le silence. C'étaient de belles paroles, mais nous n'étions pas plus avancés. « Alors, pourquoi n'es-tu pas riche, père ?» demandai-je. « Parce que j'ai choisi d'être professeur. Les professeurs ne se préoccupent pas vraiment de devenir riches. Seul l'enseignement nous importe. Je souhaiterais vous aider, mais je ne sais vraiment pas comment faire de l'argent. »
Mike et moi reprîmes notre nettoyage. « J'ai une idée, dit mon père. Si vous voulez apprendre à devenir riche, je ne suis pas votre homme. C'est ton père qu'il faut voir, Mike. » « Mon père ?» demanda Mike, intrigué. « Oui, ton père, répéta mon père en souriant. Nous avons tous deux le même banquier et il ne tarit pas d'éloges sur lui. Il m'a souvent parlé de son intelligence remarquable lorsqu'il s'agit de faire de l'argent. « Mon père ?» répéta Mike, étonné. « Alors pourquoi n'avons-nous pas une belle voiture et une belle maison comme celle des enfants riches à l'école ?» Avoir une belle automobile et une jolie maison ne signifie pas nécessairement que vous êtes riche ou que vous savez comment le devenir, répliqua mon père. Le père de Jimmy est à l'emploi de la plantation de canne à sucre. Il n'est pas très différent de moi. Il travaille pour une entreprise, alors que moi, je suis au service du gouvernement. Son automobile est fournie par son employeur. Avec les difficultés que connaît la plantation, le père de Jimmy risque de tout perdre. Pour le tien, c'est différent, Mike. Il semble être en train de se bâtir un empire, ce qui fera de lui un homme très riche dans quelques années. Cela nous fit retrouver notre enthousiasme. Redoublant d'énergie, nous commençâmes à ranger le désordre occasionné par la mise sur pied de notre première entreprise, maintenant défunte. Tout en nettoyant, nous décidâmes quand et comment nous parlerions au père de Mike. Comme il travaillait de longues heures et rentrait tard à la maison, cela compliquait les choses. Son père était propriétaire d'entrepôts, d'une entreprise de construction, d'une chaîne de magasins et de 3 restaurants. C'étaient les restaurants qui le retenaient tard au travail. Mike rentra chez lui en autobus une fois le ménage terminé. Le soir même, il parlerait à son père pour lui demander de nous apprendre à devenir riches. Mike promit de m'appeler après lui avoir parlé, même à une heure tardive. Le téléphone sonna à 20h30. « D'accord, dis-je, samedi prochain. » Et je raccrochai. Le père de Mike nous accordait un rendez-vous. Samedi matin à 7h30, je pris l'autobus en direction du quartier pauvre de la ville. Les leçons commencent. Mike et moi rencontrâmes son père ce matin-là à 8h. Il travaillait déjà depuis plus d'1 heure. Quand je m'approchais de la petite maison, simple et coquette, son contremaître partait justement au volant de sa camionnette. Mike m'accueillit à la porte. « Père est au téléphone et il te prie de l'attendre sur la véranda à l'arrière, » dit Mike en ouvrant la porte. Le parquet de bois usé craqua quand je franchis le seuil de la vieille maison. Un paillasson bon marché se trouvait juste à l'entrée. Il servait à dissimuler l'usure du plancher que d'innombrables pas avaient foulé au cours des années. Bien que propre, il avait besoin d'être remplacé. Je ressentis une certaine claustrophobie en entrant dans le salon exigu qui sentait le renfermer à cause de vieux fauteuils rembourrés qui feraient aujourd'hui les délices des collectionneurs. 2 femmes, un peu plus âgées que ma mère, étaient assises sur un sofa. En face d'elles se trouvait un homme en habit de travail. Il portait un pantalon et une chemise kaki bien repassée, mais sans amidon, et des bottes de travail bien cirées. Il devait avoir 10 ans de plus que mon père. Ils nous sourirent en nous voyant, Mike et moi, passer devant eux en direction de la véranda qui surplombait la cour arrière. Je leur souris timidement. « Qui sont ces gens ?» demandai-je. « Eh bien, ils travaillent pour mon père. Le plus vieux administre ses entrepôts, les femmes gèrent ses restaurants. Et tu as également entrevu le contremaître qui travaille sur un projet de route à environ 80 km d'ici. Son autre contremaître qui dirige un projet immobilier était déjà parti à ton arrivée. »« Est-ce toujours comme ça ?» demandai-je. « Pas toujours, mais c'est fréquent, » dit Mike en souriant, tout en prenant une chaise pour s'asseoir près de moi. Je lui ai demandé de nous montrer comment faire de l'argent, dit Mike. « Et quelle fut sa réponse ?» demandai-je, à la fois curieux et prudent. « Eh bien, il m'a d'abord regardé d'un air bizarre, puis il a dit qu'il nous ferait une proposition. « Ah !» fis-je, en faisant basculer ma chaise contre le mur. Et je demeurai ainsi perché sur les 2 pieds arrière de la chaise. Mike m'imita. « Tu connais la proposition qu'il veut nous faire ?» demandai-je. « Non, mais on va bientôt le savoir. » Tout à coup, le père de Mike fit irruption sur la véranda par une porte grillagée. D'un bond, Mike et moi retombâmes sur nos pieds, non pas par égard pour lui, mais parce que nous avions sursauté. « Vous êtes prêts les garçons ?» demanda le père de Mike en approchant une chaise pour s'asseoir avec nous. Nous avons acquiescé tout en éloignant nos chaises du mur pour nous placer en face de lui. C'était un homme imposant, mesurant environ 1,82 m et pesant approximativement 90 kg. Mon père était plus grand, approximativement du même poids et de 5 ans l'aîné du père de Mike. D'une certaine façon, ils se ressemblaient, bien que d'origine ethnique différente. Peut-être était-il animé de la même énergie. « Mike prétend que tu vas apprendre à faire de l'argent. C'est vrai, Robert ?» Je fis rapidement un signe de tête affirmatif, trahissant une certaine nervosité. Ses paroles et son sourire laissaient transparaître une grande force. « D'accord, voici ma proposition. Je serai votre professeur, mais pas de façon traditionnelle.
Je vous enseignerai à la condition que vous travailliez pour moi. Sinon, je ne vous donnerai pas de leçons. Mon enseignement sera plus efficace si vous travaillez, mais si vous ne voulez qu'écouter passivement comme vous le faites en classe, je suis littéralement en train de perdre mon temps. Voilà ma proposition. C'est à prendre ou à laisser. Ah, puis-je d'abord poser une question ? Demandai-je. Non, c'est à prendre ou à laisser. J'ai trop à faire pour perdre mon temps. Si vous êtes incapable de prendre des décisions rapides, jamais vous n'apprendrez à faire de l'argent. Les occasions qui passent pourraient ne jamais revenir. Il est essentiel de savoir discerner le bon moment pour prendre une décision. C'est l'occasion dont vous rêviez. L'école commence ou finit dans 10 secondes, dit le père de Mike avec un sourire espiègle. J'accepte, dis-je. D'accord, dit Mike. Bien, dit le père de Mike. Madame Martin arrive dans 10 minutes. Quand j'en aurai terminé avec elle, vous l'accompagnerez à mon épicerie et vous vous mettrez au travail. Je vous paierai 10 cents l'heure et vous travaillerez pendant 3 heures tous les samedis. Mais j'ai une partie de bal aujourd'hui, dis-je. Le père de Mike baissa la voix et prit un ton ferme. À prendre ou à laisser, dit-il. J'accepte, répondis-je, choisissant de travailler et d'apprendre au lieu de jouer. Il y a 20 ans aujourd'hui, l'esprit de décision. Le monde évolue à un rythme de plus en plus rapide. Les opérations boursières se font en quelques millisecondes. Des transactions sont conclues sur Internet en l'espace de quelques minutes. De plus en plus de gens se disputent les bonnes affaires. Donc, plus vous serez capable de prendre une décision rapidement, plus vous aurez de chances de saisir les bonnes occasions, avant que quelqu'un d'autre le fasse. 30 cents plus tard. Dès 9h ce jour-là, Mike et moi travaillions assidûment sous les ordres de Madame Martin. C'était une femme aimable et patiente. Elle a toujours dit que Mike et moi lui rappelions ses 2 fils. Bien qu'aimable, elle croyait aux vertus du travail et ne manquait pas de nous le faire savoir. Pendant 3 heures, nous retirions des boîtes de conserve des tablettes et les époussetions avec un plumeau, après quoi nous les remettions en place. C'était une tâche atrocement ennuyeuse. Le père de Mike, que j'appelais mon père riche, était propriétaire de 9 petites épiceries du genre qui avaient de vastes parcs de stationnement. Cela présageait les dépanneurs d'aujourd'hui. C'étaient en fait des épiceries de quartier où les gens achetaient des articles comme du lait, du pain, du beurre et des cigarettes. Nous étions à Hawaï avant l'ère de la climatisation et les commerces ne pouvaient garder leurs portes fermées à cause de la chaleur. Les portes aux 2 extrémités du magasin, du côté de la route et du terrain de stationnement, devaient demeurer grandes ouvertes. Chaque fois qu'une voiture passait ou entrait dans le terrain de stationnement, la poussière se soulevait et se répandait dans le magasin. Nous étions assurés d'un emploi tant qu'il n'y aurait pas de climatisation. Sous la supervision de Madame Martin, Mike et moi avons accompli pendant 3 semaines nos 3 heures d'ouvrage. À midi, notre travail prenait fin et elle déposait 3 petites pièces de 10 cents dans la main de Mike et dans la mienne. Même si je n'avais que 9 ans au milieu des années 1950, il faut dire que 30 cents ne représentait pas un montant très attrayant. Les bandes dessinées coûtaient 10 cents à l'époque. Je dépensais donc habituellement mon argent en bandes dessinées et je retournais à la maison. Le mercredi de la 4e semaine, j'étais prêt à abandonner. J'avais accepté de travailler parce que je voulais que le père de Mike m'apprenne à gagner de l'argent. Et maintenant, j'étais devenu un esclave à 10 cents l'heure. Et en plus de tout cela, je n'avais pas revu le père de Mike depuis ce premier samedi. J'abandonne, dis-je à Mike à l'heure du déjeuner. L'école était ennuyeuse et à présent je n'avais même plus mes samedis pour me reposer. Mais c'est la question des 30 cents qui m'atteignait le plus durement. Cette fois-ci, Mike sourit. « De quoi ris-tu » lui demandai-je avec colère et frustration. « Père avait dit que cela se produirait. Il a demandé d'aller le rencontrer quand tu serais prêt à abandonner. »« Quoi » fis-je d'un ton indigné. « Il a attendu que j'en ai assez ?»« Jusqu'à un certain point, dit Mike. Père est quelqu'un de différent. Il n'enseigne pas de la même façon que ton père. Ta mère et ton père vous sermonnent beaucoup. Mon père est calme et parle peu. Attends seulement jusqu'à samedi avant d'abandonner. Je lui dirai que tu es prêt. »« Tu veux dire que je suis une victime d'un coup monté ?»« Non, pas vraiment, mais peut-être. Père te l'expliquera samedi. » Une longue attente par un beau samedi matin. J'étais fin prêt à faire face au père de Mike. Et même mon vrai père était fâché contre le père de Mike. Mon vrai père, celui que j'appelle mon père pauvre, pensait que mon père riche enfreignait la législation industrielle relativement au travail des enfants et qu'il fallait enquêter sur ses agissements. Mon père pauvre, très instruit, me demanda d'exiger ce que je méritais. Au moins 25 cents l'heure. Mon père pauvre me dit que si je n'obtenais pas cette augmentation, je devais abandonner immédiatement cet emploi. « De toute façon, tu n'as pas besoin de ce damné travail, » dit mon père avec indignation. À 8 heures le samedi matin suivant, je franchis la porte de la maison de Mike que son père venait d'ouvrir.
Assieds-toi et attends ton tour, me dit le père de Mike au moment où j'entrais. Il se retourna et disparut dans son petit bureau situé à côté d'une chambre à coucher. J'embrassai du regard toute la pièce et je ne vis Mike nulle part. Je me sentis un peu embarrassé et je m'assis avec circonspection près des deux mêmes femmes qui se trouvaient là 4 semaines plus tôt. Elles sourirent et se tassèrent sur le divan pour me faire de la place. 45 minutes passèrent et j'étais devenu fumant de colère. Les deux femmes avaient rencontré le père de Mike et étaient parties depuis au moins 30 minutes. L'homme plus âgé avait pour sa part passé 20 minutes dans le bureau et lui aussi n'était plus là. La maison était vide et j'étais assis dans ce salon sombre, sentant le renfermé par une superbe journée ensoleillée hawaïenne, à attendre de pouvoir parler à un avare qui exploitait les enfants. Je pouvais entendre des froissements de papier provenant de son bureau. Il téléphonait aussi, et ce qui me dérangeait par-dessus tout, il m'ignorait. J'étais sur le point de m'en aller, mais pour une raison que j'ignore, je restais. Finalement, 15 minutes plus tard, à 9h précises, Père Riche sortit de son bureau sans un mot et me fit signe de la main d'entrée. « J'ai cru comprendre que tu veux une augmentation de salaire, sinon tu nous quittes, » dit Père Riche tout en pivotant dans son fauteuil. « Eh bien, vous n'avez pas respecté notre accord » lançai-je proche des larmes. C'était vraiment effrayant pour moi de tenir tête à un adulte. « Vous m'avez dit que vous m'enseigneriez si je travaillais pour vous. Eh bien, j'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé dur. J'ai renoncé à mes parties de baseball afin de travailler pour vous. Mais vous ne m'avez pas tenu parole. Et vous ne m'avez rien enseigné. Vous êtes un escroc. Et c'est ce que tout le monde pense en ville. Vous êtes cupide. Vous voulez tout l'argent pour vous seul et vous ne prenez pas soin de vos employés. Vous me faites attendre et vous ne me témoignez aucun respect. Je ne suis qu'un petit garçon, mais je mérite d'être mieux traité. » Père Riche se cala dans son fauteuil en me fixant du regard. Il semblait m'étudier. « Pas si mal, dit-il. En moins de 2 mois, tu parles comme la plupart de mes employés. »« Quoi ?» demandai-je, sans trop comprendre ce qu'il disait. Je continuai d'exprimer mes doléances. « Je croyais que vous alliez respecter notre accord et m'enseigner des choses. Au lieu de cela, vous voulez me torturer. C'est cruel. C'est vraiment cruel. » « Je suis en train de t'enseigner en ce moment, » dit calmement Père Riche. « Que m'avez-vous donc enseigné ?»« Rien, dis-je avec colère. Vous ne m'avez même pas parlé depuis que j'ai accepté de travailler pour 3 fois rien. 10 Saint-Clair. Ah, je devrais avertir le gouvernement de vos agissements. Vous savez, il existe des lois régissant le travail des enfants. Mon père travaille pour le gouvernement. Le saviez-vous ? Oh là là. À présent, tu parles exactement comme la plupart des gens qui ont déjà travaillé pour moi. Des gens que j'ai congédiés ou qui ont quitté leur emploi. Qu'avez-vous donc à dire pour votre défense ? Demandai-je, me sentant passablement brave pour un petit garçon. Vous m'avez menti. J'ai travaillé pour vous et vous n'avez pas tenu parole. Vous ne m'avez rien enseigné. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne t'ai rien enseigné ? Dit calmement Père Riche. L'enseignement représente-t-il pour toi une conversation ou un cours ? Demanda Père Riche. Eh bien, pour moi c'est un cours, répliquai-je. À l'école, c'est de cette façon qu'on t'enseigne, dit-il avec un sourire. Mais ce n'est pas ainsi que la vie t'enseigne. Et j'ajouterais que la vie est la meilleure enseignante qui existe. La plupart du temps, la vie ne s'adresse pas à toi directement. Elle te bouscule et te pousse à droite et à gauche. À chaque poussée, la vie te dit « Réveille-toi. Il y a quelque chose que je veux que tu apprennes. » Il y a 20 ans aujourd'hui, le cône de l'apprentissage. C'est Edgar Dale qui nous a aidés à comprendre que nous apprenons mieux en agissant, dans la vraie vie ou lors d'une simulation. On parle parfois d'apprentissage par l'expérience. Dale et son cône de l'apprentissage nous disent que la lecture et les exposés sont les méthodes d'apprentissage les moins efficaces. Et pourtant, nous savons tous comment l'enseignement est livré dans la majorité des écoles, par le biais de la lecture et des exposés. De quoi cet homme parle-t-il ? Me demandai-je à moi-même. Selon lui, la vie me parlait quand elle me poussait à droite et à gauche ? Foutaise ! À présent, j'étais persuadé qu'il me fallait abandonner mon travail. J'étais littéralement en train de parler à un individu mûr pour l'asile. Si tu apprends les leçons de la vie, tu t'en sortiras fort bien. Sinon, la vie continuera tout simplement de te bousculer de toutes parts. En général, les gens optent pour 2 solutions. Certains se laissent bousculer par la vie, d'autres se fâchent et en bousculent d'autres, que ce soit leur patron, leur mari, leur femme ou leur travail. Ils ne se rendent pas compte que c'est la vie qui les pousse et les bouscule. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. La vie nous pousse tous à droite et à gauche. Certains abandonnent, d'autres se battent. Quelques-uns retiennent la leçon et progressent. Ils acceptent de bonne grâce que la vie les pousse de ci, de là.
L'attitude de ce petit nombre de gens signifie qu'ils ont la volonté et le besoin d'apprendre quelque chose. Ils apprennent et ils continuent d'avancer. La plupart des autres renoncent, mais quelques-uns comme toi se battent. Père Riche se leva et alla fermer une vieille fenêtre de bois grinçante qui avait un urgent besoin d'être réparée. Si tu apprends cette leçon, tu deviendras un jeune homme sage, riche et heureux. Si tu ne l'apprends pas, tu passeras toute ta vie à blâmer ton travail, ton maigre salaire ou ton patron pour tes problèmes. Tu vivras ta vie dans l'espérance qu'une chance incroyable vienne résoudre tous tes problèmes d'argent. Père Riche me regarda soudain pour vérifier si j'écoutais toujours. Ses yeux rencontrèrent les miens. Nous nous fixâmes tous deux et un fort courant de communication s'établit entre nous par le moyen de nos regards. Finalement, je détournai les yeux après avoir saisi son dernier message. Je savais qu'il avait raison. Je l'avais blâmé et pourtant je souhaitais vraiment apprendre. J'étais tiraillé. Père Riche continua. D'autre part, si tu es le genre de personne qui n'a pas de cœur au ventre, tu abandonneras chaque fois que la vie te bousculera. Si c'est ton cas, tu passeras toute ta vie à ne rien risquer, à te conduire honorablement, à te ménager en prévision d'un quelconque événement qui n'arrivera jamais. Puis, tu mourras comme un vieil homme ennuyeux. Il y aura un tas d'amis qui t'auront vraiment apprécié, car tu étais un travailleur tellement gentil et laborieux. Mais la vérité est la suivante. Tu auras laissé ta vie te réduire à la soumission. Au fond de toi, tu étais terrifié à l'idée de prendre des risques. Tu voulais vraiment gagner, mais la peur de perdre était plus forte que l'excitation que procure la victoire. Au plus profond de ton être, toi et seulement toi sauras que tu n'as pas donné ton maximum pour essayer d'y parvenir. En fin de compte, tu auras choisi d'éviter les risques. Il y a 20 ans aujourd'hui, la vie est une enseignante. Aujourd'hui, les enfants du millénaire sont confrontés à une dure réalité. Les emplois sont plus difficiles à trouver. Les robots remplacent les travailleurs par millions. L'apprentissage par essai et erreur a de plus en plus d'importance. L'apprentissage livresque a moins de valeur que ce qu'apporte le monde réel. Les études universitaires ne sont plus synonymes d'un emploi garanti. Nos yeux se croisèrent de nouveau. « Vous m'avez poussé à droite et à gauche, n'est-ce pas ?» demandai-je. « Certaines personnes pourraient peut-être affirmer cela, » dit en souriant Père Riche. « Pour ma part, je te dirais simplement que je t'ai donné un aperçu, un échantillon de la vie. »« Quel avant-goût de la vie ?» demandai-je encore fâché. Mais ma curiosité était maintenant éveillée et j'étais encore prêt à apprendre. Mike et toi êtes les premiers êtres à me demander de leur enseigner comment gagner de l'argent. J'ai plus de 150 employés et aucun d'eux ne m'a demandé un jour ce que je connais de l'argent. Ils me demandent un emploi et un salaire, mais jamais de leur enseigner ce que je sais à propos de l'argent. Par conséquent, la plupart d'entre eux passeront les meilleures années de leur vie à travailler pour de l'argent sans vraiment trop comprendre pourquoi ils travaillent. J'étais assis là à l'écouter attentivement. Donc, quand Mike m'a dit que tu voulais apprendre comment faire de l'argent, j'ai décidé de concevoir un cours inspiré de la vie réelle. J'aurais pu parler et parler, mais tu n'aurais rien compris. J'ai donc décidé de laisser la vie te bousculer quelque peu pour que tu finisses par m'entendre. C'est pourquoi je ne t'ai payé que 10 cents l'heure. Quelle est donc la leçon que j'ai apprise en travaillant pour 10 cents l'heure? Que vous êtes mesquin et que vous exploitez vos travailleurs? Père Riche se cala dans son fauteuil et rit de bon cœur. Il serait préférable que tu changes ton point de vue. Arrête de me blâmer en pensant que c'est moi le problème. Si tu crois que je suis le problème, alors il va falloir que tu me fasses changer. Si tu prends conscience que c'est toi le problème, alors tu peux te changer toi-même, apprendre certaines choses et devenir plus sage. La plupart des gens veulent que le reste du monde change, mais pas eux-mêmes. Laisse-moi te dire qu'il est plus facile de te changer toi-même que de transformer n'importe qui d'autre. Il y a 20 ans aujourd'hui, changez ce que vous pouvez changer. J'ai puisé vérité et sagesse dans les paroles de mon Père Riche. Il y a tant de choses dans la vie qui échappent à notre contrôle. J'ai appris à me concentrer sur ce que je peux maîtriser, moi-même. Et si les choses doivent changer, je dois m'adapter aussitôt. Je ne comprends pas, dis-je. Ne me blâme pas pour tes problèmes, dit Père Riche, avec de l'impatience dans la voix. Mais vous ne me payez que 10 cents. Et qu'apprends-tu donc? Demanda Père Riche, l'air suffisant. Que vous êtes pingre, avare et mesquin, dis-je avec un sourire espiègle. Je vois, tu penses que je suis le problème, dit Père Riche. Vous l'êtes sans l'ombre d'un doute? Eh bien, conserve cette attitude et tu n'apprendras rien.
Si tu continues de penser que je suis le problème, quel choix te reste-t-il? Eh bien, si vous ne me payez pas davantage, si vous ne me témoignez pas plus de respect à mon égard, et si vous ne m'enseignez pas, je vais abandonner. Bien dit, fit Père Riche. Et c'est exactement ce que la plupart des gens font. Ils abandonnent et se mettent à la recherche d'un autre emploi, de meilleures perspectives d'avenir et d'un salaire plus élevé, en pensant réellement qu'un nouvel emploi et un meilleur salaire résoudront le problème. Dans la plupart des cas, cela ne résout rien. Qu'est-ce qui va donc résoudre le problème? Est-ce le fait d'accepter tout simplement ce misérable 10 cents l'heure en souriant? Père Riche esquissa un sourire. C'est ce que les autres font. Ils ne font qu'attendre une augmentation en pensant que davantage d'argent résoudra le problème. La plupart se contentent de ce chèque, alors que d'autres se trouvent un second emploi et travaillent plus dur encore, mais toujours pour un maigre salaire. J'étais assis là à fixer le plancher et je commençais à comprendre la leçon que Père Riche m'expliquait. J'avais le sentiment que cela représentait un aperçu, un échantillon de la vie. Finalement, je levai les yeux et je dis « Mais qu'est-ce qui va donc résoudre le problème ?»« Ceci, dit-il en s'adossant et en me donnant une petite tape sur la tête. Cette matière entre tes oreilles. » C'est à ce moment précis que Père Riche partagea avec moi le principe fondamental qui le distinguait de ses employés et de mon père pauvre et qui l'amena par la suite à devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, tandis que mon père, très instruit mais pauvre, se débattit toute sa vie sur le plan financier. Il y a 20 ans aujourd'hui, les actifs avant le salaire. Acquérir ou créer des actifs qui génèrent un revenu, c'est faire travailler l'argent pour vous. Les emplois bien rémunérés signifient deux choses. Vous travaillez pour l'argent et les impôts que vous payez augmenteront probablement. J'ai appris à faire travailler l'argent pour moi et à bénéficier d'avantages fiscaux car mon revenu n'est pas un salaire. Père Riche répéta à plusieurs reprises ce principe fondamental que j'appelle la première leçon. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. En ce samedi matin ensoleillé, j'étais en train d'apprendre un principe, un point de vue complètement différent de ce que mon père pauvre m'avait enseigné. À l'âge de 9 ans, je pris conscience que mes deux pères voulaient que j'apprenne. Tous deux m'encourageaient à étudier, mais pas les mêmes choses. Mon père, très instruit, me recommanda de faire la même chose que lui. « Mon fils, je veux que tu étudies avec application, que tu obtiennes de bonnes notes, afin de trouver un emploi sûr et stable dans une grande entreprise. Et assure-toi que cette dernière t'offre d'excellents avantages sociaux. » Père Riche voulait que j'apprenne les rudiments de l'argent pour que je puisse le mettre à mon service. J'allais apprendre ces leçons à même la vie grâce à ses conseils et non pas dans une salle de classe. Père Riche poursuivit ma première leçon. « Je suis content que tu te sois mis en colère quand je t'ai fait travailler pour 10 cents l'heure. Si tu ne t'étais pas fâché et si tu avais accepté tout cela sans rien dire, je t'aurais tout simplement dit qu'il m'était impossible de t'enseigner. Vois-tu, le véritable apprentissage exige de l'énergie, de la passion, un ardent désir. La colère est une part importante de cette formule, car la passion représente la colère et l'amour fusionnés ensemble. Quand il s'agit d'argent, la plupart des gens veulent éviter les risques et se sentir sécurisés. Ce n'est donc pas la passion qui les mène, c'est la peur. Est-ce pour cette raison qu'ils acceptent des emplois au salaire très bas? Oui, dit Père Riche. Certaines personnes disent que j'exploite les gens parce que je ne paye pas autant que la plantation de canne à sucre ou le gouvernement. Je peux t'assurer que les gens s'exploitent eux-mêmes. C'est leur peur à eux, pas la mienne. Mais ne pensez-vous pas que vous devriez les payer davantage? Je n'ai pas à le faire. D'ailleurs, davantage d'argent ne résoudra pas le problème. Tu n'as qu'à penser à ton père. Il fait beaucoup d'argent et il ne parvient même pas à payer ses factures. La plupart des gens, si on leur donne plus d'argent, ne réussissent qu'à s'endetter davantage. Voilà donc la raison du 10 cents l'heure, dis-je en souriant. Cela fait partie de la leçon? C'est tout à fait exact, rétorqua Père Riche. Vois-tu, ton père a fréquenté l'école et il a reçu une excellente instruction dans le but de décrocher un emploi bien rémunéré. Il y est parvenu, mais il continue d'avoir des problèmes financiers car il n'a rien appris au sujet de l'argent à l'école. Et en plus de tout cela, travailler pour l'argent fait partie de son credo. « Ce n'est pas votre cas ?» demandai-je. « Non, pas vraiment, dit Père Riche. Si tu veux apprendre à travailler pour l'argent, continue de rester à l'école. C'est un excellent endroit pour apprendre à agir de la sorte. Mais si tu veux apprendre à mettre l'argent à ton service, je te l'enseignerai. Mais à la seule condition que tu veuilles vraiment apprendre. » Il y a 20 ans aujourd'hui, faire des études,
Bien que je sois un fervent partisan de l'éducation et de la formation continue, faire des études, surtout universitaires, est devenu un cauchemar financier. Les dettes étudiantes ont atteint un sommet record avec 44 millions de jeunes Américains qui doivent près de 1,3 billion de dollars. Encore une fois, des billions, avec un B majuscule. Tous les gens n'aimeraient-ils pas apprendre cela, demandai-je. Non, dit Père Riche, pour la simple raison qu'il est plus facile d'apprendre à travailler pour l'argent, surtout quand la peur est le premier sentiment que vous ressentez quand on aborde le sujet de l'argent. Je ne comprends pas, dis-je en fronçant les sourcils. Ne t'inquiète pas de cela pour l'instant. Sache seulement que c'est la peur qui fait que la plupart des gens tiennent à conserver leur emploi. La peur de ne pas pouvoir payer leurs factures, la peur d'être congédié, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, la peur de recommencer à zéro. Voilà le prix à payer quand on étudie pour apprendre une profession ou un métier et qu'on travaille ensuite pour l'argent. La plupart des gens deviennent esclaves de l'argent, puis ils se fâchent contre leur patron. Apprendre à mettre l'argent à son service est un programme d'études complètement différent, n'est-ce pas ? Absolument, répondit Père Riche. Absolument. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants, en ce magnifique samedi matin hawaïen. Mes amis venaient tout juste d'amorcer leur partie de baseball. Mais pour une raison ou une autre, j'étais maintenant reconnaissant d'avoir pris la décision de travailler pour Dee Sandler. Je sentais que j'étais sur le point d'apprendre quelque chose que mes amis n'apprendraient pas à l'école. « Es-tu prêt à apprendre ?» demanda Père Riche. « Absolument, » dis-je avec un large sourire. « J'ai tenu ma promesse. Je t'ai enseigné à distance sans que tu t'en rendes compte, » dit Père Riche. « À 9 ans, tu as déjà un aperçu de ce qu'on ressent quand on travaille pour l'argent. Multiplie simplement tes activités du dernier mois par 50 années et tu auras une bonne idée des activités auxquelles se consacrent la plupart des gens pendant toute leur vie. »« Je ne comprends pas, » dis-je. « Qu'as-tu ressenti quand il t'a fallu attendre longuement pour me voir ? La première fois pour te faire engager et la fois suivante pour exiger davantage d'argent. »« Je me suis senti lamentable, » dis-je. « Voilà à quoi ressemble la vie de beaucoup de gens quand ils choisissent de travailler pour l'argent, » dit Père Riche. « Et qu'as-tu ressenti quand Madame Martin a laissé tomber 3 10 cents dans ta main pour 3 heures d'ouvrage ? » Je trouvais que ce n'était pas assez. Ça me semblait moins que rien. J'étais déçu, dis-je. Et c'est ce que ressentent la plupart des employés quand ils regardent leur chèque de salaire, une fois tous les impôts et contributions prélevés. Toi, du moins, tu as obtenu 100% de ta paye. Vous voulez dire que la plupart des travailleurs ne touchent pas leur paye au complet ? Demandai-je avec étonnement. Dieu du ciel, non, dit Père Riche. Le gouvernement prend toujours sa part en premier. De quelle façon ? Par les impôts, dit Père Riche. Quand tu gagnes de l'argent, ton salaire est imposé. Tu es taxé quand tu en dépenses. Tu es taxé quand tu en épargnes. Tu es taxé quand tu meurs. Pourquoi les gens laissent-ils le gouvernement leur faire ça ? Les riches ne se laissent pas faire, dit Père Riche avec le sourire aux lèvres. Les pauvres et la classe moyenne se laissent faire. Je te parie que je gagne plus d'argent que ton père, et pourtant, il paye davantage d'impôts. Comment est-ce possible, demandai-je. Cela n'avait aucun sens à mes yeux. Pourquoi quelqu'un laisserait-il le gouvernement lui faire ça ? Il y a 20 ans aujourd'hui, impôts, impôts, impôts. Les gouvernements ne cessent de se développer et ont besoin de plus en plus d'argent. Et le seul endroit où ils peuvent s'en procurer est au sein de la classe moyenne, c'est-à-dire dans les poches des travailleurs. Les gouvernements accordent actuellement des privilèges aux investisseurs professionnels et aux propriétaires d'entreprises. Ce sont les travailleurs qui payent les impôts. Les investisseurs et les propriétaires d'entreprises en payent très peu s'ils se servent des lois fiscales comme prévu, comme d'un outil pour assurer la croissance de l'économie. Père Riche se balançait lentement et silencieusement sur son fauteuil tout en me regardant. « Es-tu prêt à apprendre ?» demanda-t-il. Je consentis d'un signe de tête. « Je te l'ai déjà dit, il y a beaucoup à apprendre, car pour apprendre à mettre l'argent à ton service, cela exige un enseignement qui peut durer toute une vie. La plupart des gens fréquentent le collège pendant 4 ans, puis ils mettent un terme à leurs études. Je sais d'avance que mon étude de l'argent se prolongera pendant toute la durée de ma vie, car plus je découvre de choses sur le sujet, plus j'en découvre d'autres qu'il me faut connaître. La plupart des gens n'étudient jamais ce sujet. Ils se rendent au travail, touchent leur salaire, équilibrent leur carnet de chèques, un point c'est tout. Par-dessus le marché, ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes d'argent. Ensuite, ils s'imaginent que davantage d'argent réglera le problème. Bien peu se rendent compte que le problème résulte de leur manque d'éducation financière. Par conséquent, si mon père a des problèmes de taxes et d'impôts, c'est qu'il ne comprend pas le fonctionnement de l'argent,
demandai-je un peu confus. Vois-tu, dit Père Riche, les impôts ne représentent qu'une petite partie de cet apprentissage qui te révélera comment mettre l'argent à ton service. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement me rendre compte si tu entretenais encore cette passion d'apprendre les différentes notions concernant l'argent. La plupart des gens ne partagent pas cette passion. Ils veulent aller à l'école, apprendre une profession, avoir du plaisir au travail et gagner énormément d'argent. Ils se réveillent un jour avec de gros problèmes d'argent, ils prennent alors conscience qu'ils ne peuvent plus se permettre d'arrêter de travailler. Voilà le prix à payer quand la seule chose qu'on sait faire est de travailler pour l'argent au lieu d'étudier pour trouver les moyens de mettre l'argent à son service. Alors, as-tu encore la passion d'apprendre ? Demanda Père Riche. Je fis signe que oui. Très bien, dit Père Riche. Maintenant, retourne au travail. Cette fois-ci, je ne te paierai rien. Quoi ? Demandai-je, stupéfait. Tu m'as bien entendu. Rien. Tu vas travailler les mêmes 3 heures chaque samedi, mais cette fois-ci, tu ne seras pas payé 10 cents l'heure. Tu m'as dit que tu voulais apprendre à ne pas travailler seulement pour de l'argent, donc je ne te paierai rien. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. J'ai eu cette même conversation avec Mike tout à l'heure. Il travaille déjà. Il est en train d'épousseter et de ranger des boîtes de conserve sur des étagères. Tu ferais mieux de te dépêcher et de retourner là-bas. Ce n'est pas juste, criai-je. Vous devez me payer. Tu as dit que tu voulais apprendre. Si tu n'apprends pas cela tout de suite, une fois adulte, tu seras semblable à ces 2 femmes et à ce vieil homme dans mon salon. Tu travailleras pour l'argent tout en espérant que je ne te congédie pas. Ou bien tu ressembleras à ton père qui gagne beaucoup d'argent et qui croule quand même sous les dettes, avec l'espoir qu'un surplus d'argent résoudra le problème. Si c'est ce que tu veux, je vais revenir à notre entente initiale de 10 cents l'heure. Ou encore, tu peux faire ce que la plupart des adultes font. Ils se plaignent que la paye n'est pas suffisante, ils démissionnent et se cherchent un autre emploi. « Mais que dois-je faire » demandai-je. Père Riche me tapota sur la tête. « Sers-toi de cela, dit-il. Si tu l'utilises à bon escient, tu me remercieras bientôt de t'avoir fourni une belle occasion et tu deviendras un jour un homme riche. » Je restais là, stupéfait, à ne pas croire encore à ce marché de dupes dont je venais d'être la victime. J'étais venu demander une augmentation et maintenant, on me demandait de travailler pour rien. Père Riche me tapota de nouveau sur la tête en disant « Sers-toi de ta matière grise. À présent, sors d'ici et retourne travailler. » Première leçon, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Je ne dis pas à mon père pauvre que je n'étais pas payé. Il n'aurait pas compris et je ne voulais pas essayer de lui expliquer quelque chose que je ne comprenais pas encore moi-même. Les 3 samedis suivants, Mike et moi travaillâmes pendant 3 heures sans être aucunement payés. Le travail ne me dérangeait pas et la routine devint plus facile. Ce qui me perturbait toutefois, c'était les parties de baseball manquées et le fait de ne pas avoir les moyens d'acheter quelques bandes dessinées. La 3e semaine, Père Riche passa nous voir à midi. Nous entendîmes son camion s'arrêter dans le stationnement et le moteur tousser lorsqu'il coupa le contact. Il entra dans le magasin et salua Madame Martin. Après s'être informé du déroulement des activités dans le magasin, il ouvrit le congélateur, en retira 2 tablettes de crème glacée, les paya et fit signe à Mike et moi de le suivre. « Allons faire un tour, les gars. » Nous traversâmes la rue tout en évitant quelques automobiles et continuâmes ensuite notre marche à travers un grand terrain verdoyant où quelques adultes jouaient à la balle. S'asseyant à une table à l'écart, il nous offrit des friandises. « Comment ça va, les gars ?»« Ça va, » dit Mike. J'acquiesçai d'un signe de tête. « Avez-vous appris quelque chose jusqu'à présent ?» demanda mon père riche. Mike et moi nous regardâmes, haussâmes les épaules, puis, à l'unisson, nous fîmes non de la tête. Pour éviter l'un des plus grands pièges de la vie. Eh bien, les gars, vous feriez mieux de vous mettre à réfléchir. Vous êtes confrontés à l'une des plus grandes leçons de la vie. Si vous l'apprenez, vous jouirez d'une vie comportant une liberté et une sécurité immense. Si vous ne l'apprenez pas, vous finirez comme Madame Martin et la plupart des gens qui jouent à la balle dans ce parc. Ils travaillent très dur, pour peu d'argent, se raccrochant à l'illusion de la sécurité d'emploi, anticipant leurs 3 semaines de vacances annuelles et une maigre pension après 45 ans de service. Si cela vous emballe, je vous donnerai une augmentation de 25 cents l'heure. Mais ce sont de bonnes personnes qui travaillent dur. Êtes-vous en train de vous moquer d'elles ? Demandai-je. Un sourire apparut sur le visage de Père Riche. Madame Martin est comme une mère pour moi. Je ne pourrai jamais être aussi cruel. J'ai peut-être l'air inhumain, mais je m'efforce de vous démontrer quelque chose à tous les deux.
Je veux élargir vos horizons afin que vous puissiez distinguer certaines choses que la plupart des gens n'ont jamais la chance de voir, car leur vision est trop étroite. En effet, la majeure partie des gens ne voient jamais le piège dans lequel ils sont tombés. Mike et moi restâmes assis là, ne sachant pas au juste ce qu'il voulait dire. Ses paroles nous semblaient dures, mais nous sentions qu'il essayait de nous faire comprendre un point important. Arborant un sourire, Père Riche dit « Est-ce que 25 cents de l'heure vous conviendrait? Cela fait-il battre votre cœur un peu plus vite ?» Je fis signe que non, mais en fait, mon cœur battait vite. 25 cents l'heure, cela représentait beaucoup d'argent pour moi. « D'accord, je vais vous payer $1 l'heure, » dit Père Riche avec un sourire espiègle. Soudain, mon cœur commença à battre la chamade. Mon cerveau criait « Accepte, accepte !» Je ne croyais pas mes oreilles. Pourtant, je ne dis rien. Bon, d'accord. $2 l'heure. À ces mots, mon petit cœur et mon petit cerveau explosèrent presque. Après tout, nous étions en 1956 et un salaire de $1 l'heure aurait fait de moi l'enfant le plus riche au monde. Je ne pouvais pas imaginer gagner une somme pareille. Je voulais dire oui. Je voulais conclure le marché. Je voyais déjà une nouvelle bicyclette, un nouveau gant de baseball et le respect de mes amis lorsque j'exhiberais mon argent. En plus de tout ça, Jimmy et ses riches camarades ne pourraient plus jamais me traiter de pauvre maintenant. Mais pour une raison ou une autre, je restais muet. La crème glacée avait fondu et coulait le long de ma main. Père Riche observait les deux garçons qui le dévisageaient eux aussi, les yeux grands ouverts et le cerveau vide. Il savait qu'il nous mettait à l'épreuve, et il savait aussi qu'une part de cet être émotif en nous voulait accepter ce marché. Il savait que chaque être humain recèle dans son âme un élément faible et pitoyable que l'on peut acheter. Il savait que chaque être humain a également dans son âme une composante forte qu'on ne pourra jamais acheter. Il s'agissait simplement de savoir quelle part, quelle composante était la plus forte. D'accord, $5 l'heure. Soudainement, je devins silencieux. Les règles du jeu avaient changé. L'offre était bien trop généreuse et devenait ridicule. Il n'y avait pas beaucoup d'adultes en 1956 qui gagnaient plus de $5 l'heure. La tentation du gain disparut rapidement et une accalmie sereine s'installa en moi. Je me tournai lentement vers ma gauche pour regarder Mike. Il me regarda à son tour. La part de mon âme qui était faible et pitoyable se tut. L'autre part, celle qui n'avait pas de prix et qu'on ne pouvait pas acheter, l'emporta. Je savais que Mike était arrivé à la même conclusion. « Bien, » dit doucement Père Riche. « La plupart des gens ont un prix. Et ils ont un prix à cause des émotions humaines qu'on appelle la peur et l'avidité. Premièrement, la peur d'être sans le sou nous motive à travailler dur. Puis, lorsque nous recevons notre paye, l'avidité ou le désir nous incite à penser à toutes ces merveilles que l'argent peut acheter. Le conditionnement s'installe alors. Quel conditionnement, demandai-je. Celui de se lever, d'aller travailler, de payer des factures, de se lever de nouveau, d'aller travailler, de payer des factures. À partir de ce moment-là, la vie des gens est régie par deux émotions, la peur et l'avidité. Offrez-leur plus d'argent et ils perpétuent le cycle en accroissant également leurs dépenses. C'est ce que j'appelle la foire d'empoigne ou l'engrenage. Existe-t-il une autre façon d'agir ? Demanda Mike. Oui, dit lentement Père Riche, mais peu de gens la connaissent. Et quelle est cette façon ? Demanda Mike. C'est ce que vous découvrirez, je l'espère, en travaillant et en étudiant avec moi. Voilà pourquoi j'ai exclu toute forme de rémunération. Peux-tu nous fournir des indices, Père ? Demanda Mike. Nous en avons plus qu'assez de travailler dur, surtout pour rien. Eh bien, la première étape consiste à dire la vérité, dit Père Riche. Nous n'avons pas menti, dis-je. Je n'ai pas dit que vous aviez menti. J'ai dit simplement de dire la vérité, répliqua Père Riche. La vérité à propos de quoi ? Demandai-je. Sur ce que vous ressentez, dit Père Riche. Vous n'avez pas à le dire à quelqu'un d'autre, seulement de le reconnaître pour vous-même. Vous voulez dire que les gens qui se trouvent dans ce parc et les gens qui travaillent pour vous, comme Madame Martin, n'agissent pas ainsi ? Demandai-je. J'en doute, dit Père Riche. Au lieu de cela, ils ressentent la peur de ne pas avoir d'argent, et ils ne la confrontent pas logiquement. Ils réagissent de façon émotive au lieu de se servir de leur jugement, dit Père Riche. Ensuite, quand ils empoignent quelques billets, des émotions de joie, de désir et d'avidité prennent de nouveau le dessus, et encore une fois, ils réagissent avant même de réfléchir. Donc, leurs émotions contrôlent leur cerveau, dit Mike. C'est juste, dit Père Riche. Au lieu d'admettre la vérité à propos de ce qu'ils ressentent, ils réagissent à leurs propres sentiments
et ne parviennent pas à réfléchir. Ils ressentent la peur. Ils se rendent travailler en espérant que l'argent apaisera la peur, mais ça ne marche pas. Cette ancienne peur les hante et ils retournent au travail, espérant une fois de plus que l'argent calmera toute leur peur. Et de nouveau, ça ne fonctionne pas. La peur les prend au piège du travail, des gains d'argent, du travail, des gains d'argent, tout en espérant que la peur disparaisse. Mais chaque jour, ils se lèvent et cette ancienne peur se réveille avec eux. Cette ancienne peur garde éveillées toutes les nuits des millions de gens agités et inquiets. Puis ils se lèvent, vont travailler et espèrent que leur salaire anéantira cette peur qui ronge leur âme. L'argent mène leur vie et ils refusent de dire la vérité à ce sujet. L'argent contrôle leurs émotions et en conséquence leur âme. Il y a 20 ans aujourd'hui, la principale crainte. Alors que la population mondiale vieillit et que de plus en plus de gens se dirigent vers la retraite, il a été établi que leur principale crainte a trait à l'argent. Près de 50% des gens interrogés craignent de ne pas survivre à leurs économies, de manquer d'argent pendant leur âge d'or. Père Riche demeura silencieux, nous laissant intérioriser son message. Mike et moi avions entendu ce qu'il disait, mais nous ne comprenions pas entièrement ce dont il parlait. Tout ce que j'en savais était que je me posais souvent la question pourquoi les adultes se dépêchaient d'aller travailler. Cela ne me semblait pas très amusant et ils n'avaient jamais l'air très contents, mais quelque chose les poussait à le faire. Quand Père Riche se rendit compte que nous avions assimilé la plus grande partie de son message, il nous dit « Je veux que vous évitiez ce piège, mes garçons. C'est vraiment ce que je veux vous enseigner, et non pas seulement à devenir riche, car être riche ne résout pas le problème. » « Vraiment ?» demandai-je surpris. « Vraiment. Laissez-moi vous expliquer l'autre émotion, le désir. Certains l'appellent l'avidité, mais je préfère le mot désir. Il est tout à fait normal de désirer quelque chose de mieux, de plus beau, de plus amusant ou emballant. Par conséquent, les gens travaillent également pour l'argent à cause du désir. Ils désirent l'argent pour la joie qu'ils pensent pouvoir acheter. Mais la joie que l'argent apporte est souvent de courte durée. Et bientôt, ils ont besoin de plus d'argent pour obtenir plus de joie, de plaisir, de confort, de sécurité. Alors, ils continuent de travailler, pensant que l'argent apaisera leur âme troublée par la peur et le désir. Mais l'argent ne peut pas jouer ce rôle. « Est-ce la même chose pour les gens riches ?» demanda Mike. « Y compris les gens riches, dit Père Riche. À vrai dire, plusieurs riches le sont devenus non pas à cause du désir, mais à cause de la peur. Ils pensent réellement que l'argent peut éliminer cette peur de ne plus avoir d'argent et d'être pauvre. Par conséquent, ils en amassent des tonnes, mais ils se rendent compte un jour que la peur s'amplifie. Ils ont maintenant peur de perdre cet argent. J'ai des amis qui continuent de travailler même s'ils en ont plus que suffisamment. Je connais des millionnaires qui ont encore plus peur maintenant que lorsqu'ils étaient pauvres. Ils sont terrifiés à l'idée de perdre tout leur argent. Les peurs qui les ont poussés à devenir riches sont plus intenses qu'auparavant. En réalité, la partie faible et douloureuse de leur âme crie encore plus fort. Ils ne veulent pas perdre les grosses maisons, les automobiles et la vie mondaine que l'argent leur a procuré. Ils s'inquiètent de ce que diraient leurs amis s'il leur arrivait de perdre tout leur argent. Plusieurs sont désespérés et névrosés sur le plan émotif, même s'ils ont l'air riches et possèdent plus d'argent. Alors, un homme pauvre est-il plus heureux ? Non, je ne le crois pas, répliqua Père Riche. Se soustraire à l'argent est tout aussi insensé que de trop s'y attacher. Juste au bon moment, le vagabond local passa tout près de notre table. Il s'arrêta devant une grande poubelle et fouilla à l'intérieur. Nous le regardâmes tous les trois avec beaucoup d'intérêt, alors que quelques semaines auparavant, nous l'aurions probablement ignoré. Père Riche retira $1 de son portefeuille et fit signe au vieil homme. Apercevant l'argent, le vagabond s'approcha immédiatement, prit le billet, remercia Père Riche avec profusion et repartit fou de joie de son coup de chance. Il n'est pas très différent de la plupart de mes employés, dit Père Riche. J'ai rencontré tellement de gens qui disent « Oh, l'argent ne m'intéresse pas ». Cependant, ils passent 8 heures par jour à faire leur boulot. Cela s'appelle nier la vérité. Si l'argent ne les intéresse pas, alors pourquoi travaillent-ils ? Cette façon de penser est probablement plus déséquilibrée que celle de cette autre personne qui amasse de l'argent. Assis là à écouter Père Riche, je repensais aux nombreuses fois où mon propre père disait « L'argent ne m'intéresse pas ». Il prononçait souvent ces mots. Il se justifiait aussi en disant toujours « Je travaille parce que j'aime mon métier ». Alors, que devons-nous faire ? Devons-nous ne pas travailler pour l'argent jusqu'à ce que toute trace de peur et d'avidité disparaisse ? Non, ce serait une perte de temps, dit Père Riche. Les émotions font de nous des êtres humains. Elles nous rendent réels.
Le mot émotion signifie de l'énergie en mouvement. Soyez sincère en ce qui concerne vos émotions et utilisez-les de même que votre esprit à votre avantage et non à votre détriment. Un instant, dit Mike. Ne vous cassez pas la tête avec ce que je viens de dire. Vous y verrez plus clair dans quelques années. Observez et étudiez vos émotions plutôt que d'y réagir. La plupart des gens ne savent pas que ce sont leurs émotions qui pensent à leur place. Vos émotions sont vos émotions, mais vous devez apprendre à penser par vous-même. Pouvez-vous me donner un exemple ? Demandai-je. Bien sûr, répliqua Père Riche. Quand une personne dit « il me faut trouver du travail », il y a de fortes chances que ce soit une émotion qui pense à sa place. La peur de ne pas avoir d'argent provoque cette pensée. Mais les gens ont vraiment besoin d'argent quand ils ont des factures à payer, dis-je. Certainement, dit Père Riche en souriant. Je dis simplement que c'est trop souvent la peur qui réfléchit à notre place. Je ne comprends pas, dit Mike. Par exemple, dit Père Riche, si la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent se manifeste, on pourrait peut-être se poser la question suivante au lieu de se précipiter pour trouver un emploi. Un emploi sera-t-il la meilleure solution pour éliminer cette peur à long terme ? À mon avis, la réponse est non. Un emploi est vraiment une solution à court terme pour un problème à long terme. Mais mon père dit toujours « Continue d'aller à l'école et obtiens de bonnes notes pour que tu puisses un jour te trouver un emploi sûr et stable », osais-je dire, un peu confus. « Oui, je comprends qu'ils disent cela », dit Père Riche en souriant. « La plupart des gens le recommandent et c'est une bonne idée de le faire pour la majorité d'entre eux. Mais cette recommandation est fondée principalement sur la peur. » Vous voulez dire que mon père dit cela parce qu'il a peur ? Oui, dit Père Riche. Il est terrifié à l'idée que tu ne sois pas capable de gagner de l'argent et que tu ne puisses pas t'intégrer dans la société. Comprends-moi bien. Il t'aime et il agit au mieux de tes intérêts. Une bonne instruction et un emploi sont importants, mais ça ne résoudra pas la peur. Vois-tu, cette peur qui l'oblige à se lever le matin pour gagner quelques dollars est cette même peur qui le rend si fanatique en ce qui a trait à ton assiduité à l'école. Il y a 20 ans aujourd'hui, la maîtrise de l'argent. Avec l'apparition des produits financiers dérivés et une économie de plus en plus complexe, la maîtrise de l'argent est devenue essentielle à la survie. Avec de faibles taux d'intérêt et un marché boursier incertain, les vieux adages prônant l'épargne et l'investissement à long terme n'ont plus de sens. Alors, que recommandez-vous ? Je veux vous apprendre à maîtriser le pouvoir de l'argent, à ne pas en avoir peur. C'est une matière qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Si vous n'apprenez pas cette leçon, vous deviendrez des esclaves de l'argent. Nous commençâmes soudain à mieux comprendre ce qu'il disait. Il voulait que nous élargissions notre champ de vision pour que nous puissions voir ce que les mesdames Martin de ce monde ne pouvaient pas voir. Il utilisa des exemples qui nous semblaient impitoyables à l'époque, mais je ne les ai jamais oubliés. Ma vision s'élargit ce jour-là, et je pus entrevoir le piège qui guettait la plupart des gens. Voyez-vous, nous sommes tous des employés finalement. Nous travaillons simplement à différents niveaux, dit Père Riche. Je veux seulement que vous ayez la possibilité d'éviter le piège que tendent les deux émotions que sont la peur et le désir. Utilisez-la à votre avantage et non contre vous-même. Voilà ce que je veux vous enseigner. Je ne suis pas intéressé à vous enseigner uniquement à faire fortune. Cela ne résoudra pas la peur ou le désir. Si vous n'apprenez pas d'abord à résoudre le problème de la peur et du désir et que vous devenez riche, vous ne serez que des esclaves très bien rémunérés. Alors, comment pouvons-nous éviter le piège ? Demandai-je. La cause principale de la pauvreté ou des problèmes financiers est la peur et l'ignorance. Ce n'est pas l'économie, le gouvernement ou les riches. C'est la peur et l'ignorance qu'on s'inflige à soi-même qui enferment les gens dans un piège. Alors les gars, allez à l'école et obtenez vos diplômes d'études supérieures. Je vous enseignerai comment éviter de tomber dans ce piège. Les morceaux du puzzle se mettaient en place. Mon père, très instruit, avait beaucoup d'instructions et une formidable carrière, mais l'école ne lui avait jamais appris comment gérer son argent ou sa peur de l'argent. Il m'a paru évident que mes deux pères pouvaient m'apprendre des choses à la fois différentes et importantes. Père, tu as parlé de la peur de ne pas avoir d'argent. Comment le désir d'avoir de l'argent affecte-t-il notre façon de penser ? Demanda Mike. Comment vous êtes-vous senti quand je vous ai fait relire la possibilité d'une augmentation de salaire ? Avez-vous remarqué une augmentation de vos désirs ? Nous fîmes oui de la tête. En ne cédant pas à vos émotions, cela vous a permis de retarder votre réaction et de réfléchir. Ceci est très important. Nous ressentirons toujours des émotions de peur et d'avidité. Dorénavant,
il sera impératif que vous utilisiez ces émotions à long terme et dans votre propre intérêt, et que vous ne laissiez pas vos émotions vous mener par le bout du nez et contrôler votre pensée. La plupart des gens emploient la peur et l'avidité à l'encontre d'eux-mêmes. C'est ainsi que l'ignorance s'installe peu à peu. La plupart des gens passent leur vie à courir après les chèques de salaire, les augmentations et la sécurité d'emploi à cause de ces émotions qu'on appelle le désir et la peur, sans vraiment se questionner où les entraînent ces pensées inspirées par l'émotion. On peut comparer cela à un âne en train de tirer une charrette, tandis que son maître laisse pendre une carotte juste au-dessus de son museau. Il est fort possible que le propriétaire de l'âne se rende où il veut aller, mais l'âne, de son côté, poursuit une illusion. Demain, le même manège recommencera, et l'âne devra se contenter d'une autre carotte illusoire. Tu veux dire qu'à partir du moment où j'imagine un nouveau gant de baseball, des bonbons et des jouets, c'est la même chose que la carotte pour l'âne ? Demanda Mike. Oui. Et en vieillissant, tes jouets sont beaucoup plus chers. Une nouvelle auto, un bateau et une grande maison pour impressionner tes amis, dit Père Riche avec un sourire. La peur te pousse à l'extérieur de chez toi et le désir te sollicite. Voilà le piège. Quelle est donc la réponse à cette situation, s'enquit Mike ? La peur et les désirs sont amplifiés par l'ignorance. Voilà pourquoi des gens riches avec des tonnes d'argent ressentent souvent encore plus la peur à mesure que leur fortune grandit. L'argent est la carotte, l'illusion. Si l'âne pouvait comprendre vraiment le stratagème, il y repenserait peut-être à 2 fois avant de se mettre à courir après la carotte. Père Riche enchaîna en expliquant que la vie humaine est une véritable lutte entre l'ignorance et la lumière. Il nous fit comprendre qu'à partir du moment où une personne cesse d'être en quête d'informations et de connaissances à propos d'elle-même, l'ignorance s'installe. Cette lutte est un choix de chaque instant. Il s'agit d'apprendre à ouvrir son esprit ou de prendre la décision de le fermer. Voyez-vous, l'école est très importante. Vous fréquentez l'école pour y apprendre une technique ou une profession, pour devenir un membre à part entière de la société. Toutes les cultures ont besoin de professeurs, de médecins, de mécaniciens, d'artistes, de cuisiniers, de gens d'affaires, de policiers, de pompiers, de soldats. Les écoles les forment afin que notre culture puisse prospérer et s'épanouir, dit Père Riche. Malheureusement, pour bien des gens, l'école signifie un aboutissement en soi et non un commencement. Il eut un long silence. Père Riche souriait. Je n'ai pas compris tout ce qu'il a dit ce jour-là. Mais à la manière de la plupart des grands pédagogues, ces mots continuent de nous enseigner pendant des années. J'ai été un petit peu cruel aujourd'hui, dit Père Riche. Je veux que vous vous souveniez toujours de cette conversation. Je veux que vous vous rappeliez toujours de Madame Martin et de l'âne. N'oubliez jamais que la peur et le désir peuvent vous entraîner dans le pire piège de la vie, si vous n'êtes pas conscient qu'ils peuvent contrôler votre pensée. Il serait atroce de passer toute votre vie dans la peur sans jamais explorer vos rêves. Travaillez dur pour de l'argent en pensant que ce dernier va vous permettre d'acheter des choses qui vous rendront heureux est également cruel. Se réveiller terrifié au milieu de la nuit parce que vous devez payer des factures est aussi une horrible façon de vivre. Une existence qui dépend entièrement du montant d'argent inscrit sur un chèque de salaire n'est pas vraiment une vie. Penser qu'un emploi va vous sécuriser, c'est vous mentir à vous-même. C'est inhumain et c'est le piège que je veux que vous évitiez si possible. J'ai vu de quelle manière l'argent gouverne la vie des gens. Gardez-vous bien que cela ne vous arrive. S'il vous plaît, ne laissez pas l'argent contrôler votre vie. Une balle roula sous la table. Père Riche la ramassa et la relança. Qu'est-ce que l'ignorance a à voir avec la cupidité et la peur, demandai-je. C'est l'ignorance en matière d'argent qui suscite la cupidité et la peur, dit Père Riche. Laissez-moi vous fournir quelques exemples. Quand un médecin veut davantage d'argent pour mieux faire vivre sa famille, il augmente ses honoraires. Ce faisant, il rend les services médicaux plus onéreux pour tous et chacun. En fait, cela heurte avant tout les pauvres. Ces derniers jouissent donc d'une moins bonne santé que les gens qui ont de l'argent. Il y a 20 ans aujourd'hui, l'inégalité des revenus. Pendant sa campagne à la présidence en 2016, le gouverneur Bernie Sanders a déclaré « L'inégalité des revenus et des richesses est la plus grande crise morale à laquelle font face les Américains aujourd'hui. » Étant donné que les médecins augmentent leurs honoraires, les avocats font de même. Les honoraires des avocats ayant été majorés, les professeurs veulent alors une augmentation de salaire, ce qui concourt à hausser nos impôts, et ainsi de suite. Tôt ou tard, il se creusera un fossé tellement effroyable entre les riches et les pauvres que le chaos s'installera, et une autre grande civilisation s'effondrera. L'histoire prouve que de grandes civilisations s'écroulèrent quand le fossé entre les riches et les pauvres fut trop considérable. Malheureusement,
L'Amérique est sur la même voie, car nous ne retenons pas les leçons de l'histoire. Nous ne faisons que mémoriser les dates et les personnages historiques, et non pas les leçons qu'elle enseigne. Les prix ne sont-ils pas censés augmenter ? Demandai-je. Dans une société éclairée et bien gouvernée, les prix devraient baisser. Bien sûr, trop souvent.